Salut Fabrice. Salut Théo. Alors tu souhaites nous parler des implications des nouveaux changements qui ont eu lieu ces derniers jours dans la présence militaire française en Afrique, notamment la création récente d'un commandement pour l'Afrique, sorte de version française de l'Africom des Américains. La France est apparemment en train de rebattre les cartes de ses troupes sur le continent africain. Oui, c'est par le journal officiel français qu'on a appris le 26 juin dernier, donc la nomination du général de brigade Pascal Yanni à la tête du commandement pour l'Afrique. Ce commandement dont la création a été actée par un arrêté publié le 10 avril dernier et qui a pour mission de coordonner et de piloter l'ensemble des opérations militaires françaises sur le continent africain. Alors, comme tu le disais, il est difficile en fait de ne pas faire un rapprochement entre le commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'Africom, qui a été lancé depuis 2007 par le département de la Défense américain. 2007, oui, par le département. Il a été signé, on va dire, les documents ont été signés en 2007 et il était opérationnel en 2008. Mais en fait, si Africom répondait à un besoin américain de centraliser les activités militaires et sécuritaires en Afrique, le commandement français arrive, lui, dans un contexte, on le sait, hein, de réduction assez drastique des troupes sur le continent. Et cela après les nombreux échecs dont on a beaucoup parlé sur ce plateau. Nos téléspectateurs se souviennent notamment, je le rappelle, que l'armée française a été éjectée du Mali, du Burkina Faso et plus récemment du Niger. Et il se trouve que ce général Yanni a vécu de bout en bout ce fiasco sahélien puisqu'il était précédemment membre du cabinet militaire de l'ancienne ministre des Armées, Florence Parly, et également porte-parole de l'état-major. Alors, pour cerner un petit peu le personnage, je vous propose d'écouter un extrait de l'une de ses dernières interviews et interventions dans les médias. C'était sur France 24 en 2022, lorsque les soldats de l'opération Barkhane ont été priés de plier bagages et de quitter le Mali. On l'écoute. Pour combattre ces groupes armés terroristes, nous allons continuer nos actions de coopération et de partenariat militaire opérationnel avec les pays du Golfe de Guinée. Nous sommes présents en Côte d'Ivoire, nous avons une coopération ancienne avec le Bénin, avec le Togo, nous sommes présents également au Sénégal. Donc c'est une page qui se tourne, mais l'histoire continue parce que la menace terroriste reste prégnante, elle reste réelle. Il y a un vrai risque de dispersion vers le Golfe de Guinée. Les conditions politiques et sécuritaires n'étaient plus réunies pour nous rester engagés aux côtés des forces maliennes contre les groupes armés terroristes. Et l'un des facteurs décisifs a quand même été l'arrivée de la société militaire privée Wagner, et il était bien sûr inconcevable, hors de question que des militaires français combattent les groupes. Est-ce que ça veut dire en général que l'armée française a été chassée du Mali? Non, l'armée française a décidé de quitter le Mali. Et d'ailleurs, nous quittons le Mali en bon ordre, en sécurité, au rythme que nous avons décidé. Nous faisons les choses correctement, nous les faisons de manière très sereine, de manière très posée. Et ce que nous voulons simplement, c'est que cette réarticulation hors du Mali se passe dans de très bonnes conditions, parce que le combat continue ailleurs. Alors Fabrice, depuis 2022, les choses ont beaucoup changé. Où se trouvent actuellement, aujourd'hui, les bases militaires françaises en Afrique? Alors, de manière opérationnelle et fonctionnelle, il reste 5 bases militaires françaises sur le continent. Comme on peut le voir sur le graphique qui va apparaître à l'écran, à Djibouti, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, au Tchad. Et selon les informations relayées le mois dernier par l'AFP, l'exécutif français prévoit de ne garder qu'une centaine d'hommes au Gabon contre les 350 présents aujourd'hui. Une centaine de soldats également au Sénégal contre 350 également qui y sont présents. Une centaine en Côte d'Ivoire contre 600 aujourd'hui et environ 300 militaires au Tchad alors qu'il y en a environ 1000 actuellement. Seule base à accueillir un petit peu plus de militaires, c'est la seule base française, c'est Djibouti, celle qui ne sera pas réformée, entre guillemets, et qui accueille près de 1500 militaires. Elle n'est pas concernée donc par ce plan de réduction des effectifs. Alors pourquoi? Parce que Djibouti, c'est très stratégique, puisque plus de 40% du pétrole mondial transite par le détroit de Bab el-Mandeb, donc au large de Djibouti, ainsi qu'une grande partie du commerce maritime international et du commerce maritime précisément entre l'Asie et l'Occident. Djibouti aura donc le contingent le plus important du commandement pour l'Afrique de manière tout à fait stratégique.
Mais le changement de cap en Afrique de l'Ouest nourrit quand même énormément de méfiance, d'abord parce que le discours officiel français avait été très offensif, on va dire, après le coup d'État de l'année dernière au Niger. On se souvient des rumeurs persistantes d'intervention militaire de la France, ou encore les appels de pied de la CEDEAO afin qu'elle envoie sa force en attente. Et cet épisode précis est encore vif dans les mémoires, à tel point que certains observateurs craignent un retour à l'époque dite des barbouzes et des opérations obscures. Thierry Burkhardt, qui est l'actuel chef d'état-major des armées, a d'ailleurs expliqué lors d'une audition parlementaire en janvier dernier que malgré la réduction des troupes françaises, il ne souhaitait pas que le renseignement et l'influence dans le domaine de la lutte informationnelle soient réduites. Et il a aussi déclaré qu'il faudrait garder une capacité à remonter rapidement en puissance et en cas de besoin, d'autant plus qu'il existe toujours des accords de défense qui lient la France à certains des pays que j'ai mentionnés précédemment. L'autre curiosité alors, de ces changements récents est que le commandement pour l'Afrique sera placé sous la tutelle du Centre de planification et de conduite des opérations. C'est une espèce d'institution qui dispose, elle aussi, d'une cellule Afrique. Et cette cellule pourra donc lancer des opérations éclairs sur le continent. Bon, on en vient à se demander si on assiste tout à fait à une réduction, ou alors une réduction en trompe-l'œil, en fait. Emmanuel Macron semblait pourtant être clair sur le sujet. Il y a un an, un peu avant le coup d'État au Niger, il parlait déjà d'une transformation de la présence militaire française au Sahel. On va l'écouter. Depuis le 13 juillet dernier, je constate aussi avec satisfaction que les armées ont entamé la transformation de leur présence aux côtés de nos partenaires du Sahel et plus largement sur le continent africain. Je l'annonçais ici même il y a un an, ça n'était pas facile et c'est aujourd'hui un acquis. C'est un changement de posture majeur, un changement de logiciel en somme qui témoigne d'une plus forte écoute, d'une plus grande intimité avec nos partenaires. Une empreinte repensée, des missions ambitieuses redéfinies avec chacun des pays avec qui nous coopérons. Une volonté toujours affirmée d'aider ce continent à vivre dans la paix. Mais au fond, ce que nous avons décidé, c'est d'avoir un dispositif moins posé et un partenariat mieux pensé, où nos partenaires expriment leurs besoins, où nous y répondons, et où nous savons aussi réinvestir en profondeur la formation, l'intimité de partenariats respectueux et une sécurité dans la durée pour le continent. Reste qu'au-delà des discours, quand on prend le tableau dans son ensemble, on voit qu'à la veille de cette prise de parole d'Emmanuel Macron, qu'on vient tout juste d'écouter, une loi de programmation militaire pour la période 2024-2030 avait été adoptée par le Sénat français. J'imagine que le mot d'ordre de cette loi de programmation militaire était de serrer la ceinture et de faire des économies sur les opérations militaires. Pas tout à fait. Dans l'ensemble, cette loi prévoyait en fait d'allouer un budget de 413 milliards d'euros aux armées françaises sur 7 ans. C'est quasiment le double de ce qui avait été voté précédemment. Évidemment, cette somme ne concerne pas uniquement les opérations en Afrique, mais l'objectif général reste quand même de renforcer considérablement tout le secteur de la défense, notamment les opérations extérieures. Alors, il faut reconnaître qu'il y a des choses louables dans ce texte qui préconise un nouveau partenariat plus équitable avec les pays africains, excepté ceux de l'AES, bien sûr, et une communication appropriée sur les objectifs militaires en tenant compte du contexte local. Et puis patatras, on a eu cette sortie en avril dernier de l'ancien chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, on s'en souvient aussi, on en avait parlé dans Décrypter l'Afrique, François Lecointre qui regrettait à demi-mot une période où l'armée française était un petit peu plus puissante au Sahel. On écoute un extrait. Je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel, et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question, parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que ce n'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains.
Donc des propos nostalgiques et plutôt paternalistes qui ont provoqué beaucoup de réactions et alimenté l'hostilité, notamment dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Niger, Mali, mais au-delà aussi, et qui ont été vus comme une forme de provocation, sachant également que le Quai d'Orsay et même l'Élysée accusent régulièrement la Russie d'être la cause de cette hostilité. Moscou, qui est passé de Wagner à Afrika Korps, entretient des relations plutôt cordiales, même plus que cordiales, avec les pays de l'AES. Alors, maintenant que le divorce semble consommé sur le plan militaire avec ces pays, en tout cas, à quoi faut-il s'attendre? Eh bien, là est toute la question de surcroît en cette période politique pour le moins perturbée que vit la France depuis la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Alors on le sait, le Rassemblement national, le RN, a le vent en poupe et pourrait même tout à fait arriver au pouvoir dès la prochaine présidentielle, ce qui soulève énormément d'interrogations, notamment sur l'éventuelle politique africaine de la France si l'extrême droite se retrouvait à l'Élysée. Pour se faire une idée, écoutons une intervention de Marine Le Pen sur la politique africaine de la France. C'était en novembre dernier et vous allez le voir, on n'est pas vraiment sur une posture de rupture vis-à-vis des discours qu'on avait entendus jusqu'ici. Écoutons-la. À titre d'illustration, je considère que l'implication directe de l'armée française sur le terrain devrait et devra répondre à des objectifs politiques et stratégiques précis, être limitée dans le temps et disposer d'un horizon de retrait clairement défini. Comprendre les enjeux, être compréhensible pour nos partenaires, bref, pour mener une politique étrangère digne de ce nom, nous avons besoin d'experts. Cela nécessite de renforcer la formation des diplomates, d'agents de renseignement et de militaires aux relations bilatérales et non de mettre en place une absurde réforme du corps diplomatique. Je note d'ailleurs que la question des moyens humains est assez longuement évoquée dans le rapport de nos collègues Fuchs et Tabarot. Voilà un discours qu'on a l'impression d'avoir déjà entendu par le passé, mais on se dirige en tout cas potentiellement vers un statu quo. Pendant ce temps, la défiance qu'on a pu voir dans les pays de l'AES se retrouve aussi au sein des opinions publiques de beaucoup d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. C'est d'ailleurs pour stopper l'hémorragie qu'Emmanuel Macron a missionné Jean-Marie Bockel en février dernier pour échanger avec ce qui reste des partenaires africains et évoquer les nouvelles modalités de la présence militaire française sur leur sol. Les conclusions de ces échanges doivent être rendues au cours de ce mois de juillet. Merci Fabrice.